La Place du Souvenir africain est un espace de mémoire rattaché au ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Culture du Sénégal. Elle représente un espace de commémoration des grandes figures symboliques qui ont fait l'ineffaçable mémoire des peuples de l'Afrique et de la diaspora. À cet effet, nous vous proposons e-souvenir, un concept qui a pour but de faire connaître et redécouvrir les grandes figures ayant marqué les consciences collectives. E-souvenir vous présente Capitaine Mbaye Diagne, la vraie signification de l'Ubuntu. C'est toujours avec une très grande émotion que je parle du Capitaine Mbaye Diagne. On abordera tout à l'heure sa mission qu'il a fait connaître dans le monde entier, c'est la mission de Rwanda. Mbaye Diagne, capitaine de l'armée sénégalaise, dans sa fonction de casque bleu des Nations Unies, a sauvé plusieurs centaines de personnes au péril de sa vie durant cette terrible période du génocide au Rwanda en 1994. Le capitaine Mbaye Diagne a été profondément humain. Dans une période où la bestialité était la norme, il a préféré la mort au déshonneur. Il a fait preuve d'un courage extraordinaire à travers des opérations de sauvetage hautement risquées face à des miliciens incontrôlables. Aujourd'hui, il est reconnu comme le héros le plus courageux de toute l'histoire de l'ONU. C'est la raison pour laquelle la médaille du courage de l'ONU porte son nom. Il a aussi été décoré à titre posthume du grade de chevalier dans l'Ordre national du Lion du Sénégal et un mémorial lui a été dédié. Alors je dis toujours que si lui, il était là, nous tous, on ne parlerait pas de cette mission, c'est lui qui serait là en train de parler de la mission. Tellement qu'il a participé à toutes les phases, il a été l'officier observateur le plus en vue de cette mission qui comptait quand même beaucoup d'observateurs, beaucoup de troupes. Il y avait des Ghanéens, des Nigérians, des Belges, des Bangladesh, et parmi les observateurs, il y avait presque 18 nationalités. Alors et donc presque 4 bataillons, ce qui fait presque à peu près 2000, 3000 hommes. Et surtout ces 3000 hommes, quand on sort un homme pour son action sur le terrain, ça veut dire que cet homme a agi à des niveaux jamais vus encore dans les forces des Nations Unies, surtout au niveau opératif, du théâtre d'opération. Donc c'est un homme qui a une carrière très courte quand même, de 10 ans de carrière, mais qui a accompli pendant ces 10 ans des choses qui vont rester pour l'éternité. C'est juste pour dire que ce n'est pas la longueur du temps que vous mettez qui fait que vous pouvez être un héros, quelque chose comme ça. Vous pouvez le faire comme le président Kennedy qui a fait 3 ans et qui est connu partout. Il est un peu comme ça, lui. Il a fait 10 années de carrière dans l'armée. De 83, quand il est rentré donc à l'École nationale des officiers d'actifs, la deuxième promotion. Alors, il est né en 1958 à Koki. Bon, ensuite, il est décédé le 31 mai à Kigali, loin de chez lui, vraiment à des milliers de kilomètres de chez lui, ce qui ajoute encore à l'émotion de son souvenir. Alors, il a intégré l'École nationale des officiers d'actifs, la deuxième promotion de l'école en 1983. À l'issue de sa formation, il est sorti en 1984. Il a été affecté, comme tous les officiers sénégalais, au 12e bataillon d'instruction. Le 12e bataillon, c'est là où se trouvent les soldats, les recrues, c'est là où on les amène. Donc, il y a des officiers qu'on détache, qui sortent d'école et à qui on dit de venir faire la restitution et l'encadrement des jeunes pendant 1 année ou 2 ans. Donc, il a fait donc ce 12e bataillon. Et ensuite, il a fait, surtout sur le plan opérationnel, il a fait le 3e bataillon d'infanterie en 1989. Et c'est ce 3e bataillon d'infanterie qui va l'amener en Casamance. Donc, avant même qu'on aille au Rwanda, le capitaine Mbaye Diagne avait déjà fait des faits d'armes ici au Sénégal dans sa mission en Casamance de 1989 jusqu'en 1993. Et c'est en 1993 qu'il a été sélectionné, bien sûr, pour aller
dans le groupe d'observateurs militaires neutres du Rwanda. Ce groupe, c'est le groupe militaire d'observateurs militaires neutres numéro 2, parce qu'il y avait déjà un groupe numéro 1. Elle faisait suite aux accords d'Arusha. Les accords d'Arusha, qui sont les accords qui ont un peu arrêté la guerre entre le Front patriotique rwandais, qui venait du nord de l'Ouganda, et qui avait attaqué leur pays. C'est leur pays. C'était des réfugiés rwandais qui s'étaient organisés en une force qu'on appelait le Front patriotique rwandais, dirigé au départ par Fred Rugema, qui avait rejoint la NRA, la National Revolution Army de Museveni. Et après la guerre en Ouganda, la prise de pouvoir de Museveni, ils se sont retournés contre leur pays parce qu'il fallait qu'ils rentrent chez eux. Donc de la NRA, ils ont créé le Front patriotique rwandais, alors dirigé par un certain Fred Rugema. Alors en 1990, ils ont attaqué leur pays, le Rwanda, et l'attaque a été arrêtée aux portes de Kigali par des forces françaises. Donc, je crois que c'est l'opération Noirou qui a arrêté l'attaque. Alors, durant cette attaque, d'ailleurs, qu'on appelle les 3 jours de Kigali, parce que si vous voulez prendre Kigali en 3 jours, c'est là où Fred Rugema, qui est le patron du FPR, va être tué pendant l'attaque. Alors, un certain Kagame, encore inconnu, qui était là en ce moment aux États-Unis, comme à l'école d'état-major de Fort Leavenworth, va se décider à rentrer et à faire la transition et prendre en charge le Front patriotique rwandais. Alors c'est de là maintenant que datent bien sûr les accords d'Arusha qui ont été mis en place par les pays alentours, notamment à ce moment on parlait du Zaïre, n'est-ce pas, la RDC aujourd'hui, avec Mobutu qui était un peu le géant du coin. Ils ont mis en place avec la Tanzanie, etc. Arusha se trouve en Tanzanie, des accords, négociations de cessez-le-feu, d'arrêt des hostilités. Et ils avaient donc, quand on fait un cessez-le-feu, il faut mettre en place des militaires qui peuvent mettre en place ce qu'on appelle une DMZ, une zone démilitarisée, que nous appelons DMZ, entre les deux forces. Donc on a sollicité le Sénégal qui a envoyé le groupe d'observateurs militaires net qui a configuré la DMZ au nord de Kigali. Okay? Et nous, on était le 2e contingent. Avec le capitaine Bédiagne, on était dans le groupe d'observateurs militaires numéro 2. Alors notre mission, comme le numéro 1 avait configuré la zone démilitarisée, la zone de séparation entre les forces, nous, c'était de consolider cette zone-là, d'assurer la sécurité dans cette zone démilitarisée et d'accompagner les belligérants vers une phase de transition qui doit avoir lieu à partir du 5 octobre avec l'arrivée des Nations Unies qui devait prendre en charge maintenant la conduite, la transition vers maintenant un gouvernement démocratique, n'est-ce pas? Alors, c'est là où Mbaye Diagne a été donc détaché à ce contingent. Après ces faits d'armes au Sénégal, alors quand nous sommes arrivés en 1993, c'était juste des missions d'escorte, des missions de sécurisation, des missions de reconnaissance du terrain. Et déjà dans ces missions, on voyait la marque du capitaine Bédiagne, qui n'étaient pas des missions de guerre, mais on le voyait déjà, parce que nous tous, d'ailleurs, on voulait souvent partir en mission avec lui, parce que quand on vous dit d'aller quelque part, vous voulez aller avec le capitaine Bédiagne, parce qu'il avait une connaissance fine du terrain, il adaptait très rapidement au terrain, et il avait une attitude d'anticipation sur le théâtre d'opération. Et tout ça, c'est important pour un officier sur un théâtre d'opération où les gens font la guerre. Si vous n'anticipez pas ce qui se passe, vous pouvez être victime d'un certain nombre de choses. Et Mbaye Diagne avait cette capacité d'anticipation. Donc, dans toutes nos escortes, tout le monde cherchait à aller avec lui. D'ailleurs, je disais dans un film où on le montre souvent, il dit « Nous sommes en retard à la préparation d'une mission. » Il dit « Nous sommes en retard. » En fait, personne n'est en retard. Mais nous tous, on travaille par rapport à l'heure qui nous est donnée, les heures d'opération qu'on nous a données. Mais Mbaye Diagne, lui, travaillait par rapport à ce qui se passait sur le terrain. Donc lui, il avait toujours la conscience des événements
plutôt que des horaires que nous avons. Donc vous le verrez toujours dans l'émission, ils disent alors les gens, allez, il faut qu'on termine tout de suite parce qu'on est en retard. Bien. Donc lui, il pense qu'on est toujours en retard par rapport aux événements sur le terrain. Effectivement, nous, sur un théâtre d'opération, on est toujours en retard par rapport à ce qui se passe. Et lui, il avait toujours de l'anticipation par rapport à ça. L'année 93 ensemble, où il a été vraiment... Il est sorti du lot, hein, vraiment, pour nous, les missions qu'on nous avait confiées, escorte, sécurisation, déplacement de population, sécurisation des réfugiés, etc., etc. Alors là, c'était vraiment lui qui était en tête de tout cela et qui conduisait tous ces trucs-là. Alors, on arrive donc en 1993, le 5 octobre 1993, les Nations Unies arrivent pour prendre le relais du groupe d'observateurs militaires neutres, de l'OUA, c'est l'Union africaine, l'OUA qui avait mis ça en place. Donc les Nations Unies arrivent pour prendre la place de l'Union africaine avec la mission des Nations Unies d'assistance au Rwanda, qui était donc un truc beaucoup plus costaud. Là, okay? Donc nous, quand la mission précurseur, parce qu'ils envoient toujours une mission précurseur avec le commandant de la force, c'était le général Dallaire. Alors quand ils sont arrivés, effectivement, on a désigné le capitaine Beyagne pour les escorter sur le terrain et leur montrer, voilà. Alors, je crois que le général Dallaire a été impressionné par la maîtrise du capitaine Beyagne du terrain et tout ça. Et il a proposé aux Nations Unies d'intégrer le groupe d'observateurs militaires neutres dans la mission des Nations Unies comme élément précurseur. Donc c'est pour ça que nous, on a intégré la mission des Nations Unies. Donc je dis toujours que si on a intégré la mission des Nations Unies, c'est grâce à Beyagne, n'est-ce pas, par sa perspicacité, sa capacité à comprendre le terrain, etc. Et qui a été vu par le général Dallaire, qui était le commandant des forces, qu'on appelle Force Commander. Ok? Donc, les Nations Unies arrivent, s'installent, poursuivent maintenant la phase d'encadrement vers la transition qui devait s'achever le 29 décembre 1993 avec la formation, le 1er janvier 1994 devait être la formation du gouvernement. Le 29, ça devait marquer l'arrivée de toutes les composantes du gouvernement parce que ce gouvernement était formé par les FPR qui était l'unité combattante, mais aussi par toutes les partis politiques, qui en avaient à peu près 11. Là-dedans, il devait former tous ces partis un gouvernement qu'on appelle le BBTG, le Broad Based Transitional Government, le gouvernement à base élargie. Et c'est ce gouvernement qui devait amener vers la transition d'ici vers le mois de juin 1994, vers maintenant une réconciliation nationale et maintenant des élections, etc. Voilà un peu la transition donc qui devait durer du 1er janvier jusqu'au 94 jusqu'au mois de juin 94. Alors, effectivement, tout se passait bien quand la MINUAR est arrivée, à part quelques gros incidents que je signale souvent, c'est les massacres de Kirambo. Parce que quand une force s'installe, il y a toujours une activité des forces combattantes sur le terrain, des belligérants. On dit, nous, c'est souvent ce qu'on appelle des actions de bienvenue. Si vous arrivez, ils vont vous montrer que c'est nous qui sommes sur le terrain. Donc, ils vont faire une action, soit c'est un attentat contre vous, ou bien une attaque de réfugiés. Et ce qui s'est passé à Kirambo, je crois que vers le 18 novembre, bon, les Nations Unies se sont donc installées. À part cet incident, il n'y a pas eu de gros incidents. Le reste, c'était surtout dans le domaine de la communication, où les gens semblaient ne pas être trop pour, les gens du gouvernement n'étaient pas trop pour les accords d'Arusha. Il y avait une frange qui voulait... Et cette frange était très extrémiste. Et c'est elle qui était dans les radios, en train d'exciter les gens, leur disant de se mettre contre les accords d'Arusha, etc., etc. Donc, parce que pour eux, l'attaque a eu lieu en 90, nous sommes en 94, ils avaient assez de capacité aujourd'hui pour pouvoir faire face au Front patriotique rwandais. Donc, il n'était plus nécessaire d'aller vers la transition. C'est comme ça que nous, on l'a interprété. Mais, comme ça, c'était des extrémistes dans un pays. S'il y a des extrémistes, c'est que la grande majorité va pour la transition. Donc, on a continué la transition. Le FPR est arrivé avec ses représentants au gouvernement le 29 décembre.
Ils ont été mis dans ce qu'on appelle le CND, c'est comme l'Assemblée nationale. C'est une zone extrêmement stratégique qui se trouvait sur un sommet. Donc, ils ont demandé à loger leurs représentants là-bas pour des raisons de sécurité. En même temps, ils ont demandé à ce qu'un bataillon les sécurise, qu'on appelle le bataillon Kigali. Vous entendez beaucoup parler de ça. Le bataillon Kigali devait sécuriser les participants du Front patriotique rwandais au gouvernement de transition. Donc, ils sont arrivés, se sont installés. Bon, là, j'ai dit, moi, au mois de janvier, j'ai été désigné comme officier de liaison auprès des représentants du FPR qui étaient au CNI. Bon, je suis resté avec eux. Il y avait des gens comme Charles Kayonga, Bizomungu, Serge Chonga, etc. En ce moment, le capitaine Bédia était sur le terrain, lui, en train de faire la même mission, mission de sécurisation. Là, maintenant, c'est beaucoup plus vaste. Maintenant, ça implique tout le pays. Ce n'est plus seulement la zone démilitarisée. Et il était, lui aussi, encore dans ses missions. On l'entendait souvent dans les radios, parce qu'on suivait ce qui était à l'état-major, suivait dans les radios. C'était le favori d'ailleurs de ce qu'on appelle le canal 13. Parce que le canal 13, c'était le canal de dégagement. Ça permettait, quand on s'appelle sur le canal normal, alors s'il y avait des choses à préciser, on allait sur le 13 pour ne pas gêner le trafic radio. Donc, Bédia était toujours sur le 13. Pourquoi? Parfois pour donner des orientations à des gens, pour donner des conseils, parce que quand il entend que vous vous dites je suis à la frontière de la RDC, il se met sur le 13. Il te dit, et il te conseille ce qu'il faut faire, tout ça. Voilà, donc il avait cette truc de leadership, se croyait responsable de la sécurité de tout le monde. Ouais. Donc il était abonné au 13. Moi, je me rappelle, et puis, quand c'est avec les Sénégalais, il disait, et je me rappelle très bien, il me disait, quand il me parlait, il me disait, fais-moi fouque niet. Donc 13, quoi, sur le réseau 13. Donc voilà, il était sur le tête d'opération, en train de vraiment assurer, vraiment avec cœur, avec dédication, avec toute la connaissance du terrain, la connaissance des actes du combattant sur le théâtre d'opération. Il était en train d'exécuter la mission confiée par les Nations Unies à son échelon, n'est-ce pas? Tout en veillant à ce que tous les autres soient en sécurité et en leur conseillant. Donc, alors, tous les gens qui partaient d'ailleurs en mission aussi avec les Nations Unies voulaient avoir Bédia dans son île. Vous allez voir une cassette dans laquelle il dit, mais vous là, vous voulez toujours partir avec moi. Vous voulez toujours partir avec moi. Voilà. Donc, parce que chaque fois que vous désignez en mission, on vous dit, vous allez aller sur à la frontière de la RDC, vous allez voir si Bédia est disponible pour partir avec lui. Vous voyez? Donc, l'estime dans laquelle on le portait, nous. Vraiment, parce qu'un officier quand même connaît, les officiers se connaissent. On savait qu'il était un peu au-dessus de nous tous par rapport à l'engagement sur le terrain d'opération. Un engagement, c'est le Sénégalais parle souvent de diom, hein, et dans l'engagement. Mais lui, il avait le diom, mais il avait aussi une sorte de conscience d'humanisme. Parce que on dit le militaire sur un terrain d'opération. Le militaire sur un terrain d'opération, c'est un gars qui a beaucoup, surtout où il y a des souffrances. Donc Bédia était efficace sur le plan opérationnel, mais très humain sur le plan personnel. Donc cette humanité d'ailleurs qui le poussait à aller faire des missions de sauvetage tout seul, hein, parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui étaient quelque part et qui étaient menacés, donc il y allait pour pouvoir les sauver, etc. Et n'oubliez pas que sur un terrain d'opération, les observateurs que nous étions, nous n'étions pas armés. Alors que sur le terrain, tout le monde est armé sur le terrain. Mais nous, on n'était pas armés. On faisait la sécurité sans défense. C'est des techniques qu'on apprend. Donc, parce qu'une personne, quel que soit le gars qui est devant vous, il y a une certaine posture. Quand vous l'avez, il n'ose pas vous attaquer. Parce que donc, ça commence par là-bas, ça commence par une posture, ça commence par votre engagement, ça commence par à rappeler à la personne qui est devant vous que vous êtes, vous, un envoyé des Nations Unies. Oui. Et puis vous avez vos emblèmes, vous avez vos drapeaux, etc. Et que vous l'imposez à vous respecter à partir de là-bas, de votre posture, de votre tenue,
Voilà, c'est ce que les gens respectent. Et les militaires le savent très bien. Donc Mbadiagne est resté dans cette posture. Après, nous ferons le résumé de tout le reste sur ses caractères, etc. Il est resté dans cette posture jusqu'au 6 avril. Vous savez, le 6 avril, c'est le jour où le président Habyarimana, parce que la transition durait, donc les Nations Unies ont demandé à Habyarimana de se rendre à Arusha pour encore voir ses pairs, le président de Tanzanie, etc., pour accélérer le processus. Parce que nous sommes déjà le 6 avril, les missions des Nations Unies, le mandat se termine le 6 avril à peu près, dans cette période. Alors ils ont dit, pour qu'on reconduise le mandat, il faut que nous sachions quelles sont les dispositions qui sont prises pour accélérer la transition. Voilà. Nous étions en avril, janvier, février, mars, avril, rien n'avait bougé. On était incapable de monter un gouvernement. Chaque fois que vous montez le gouvernement, il y a un problème. Monter l'Assemblée nationale, il y a un problème. Donc, les Nations Unies voulaient simplement avoir la parole du président de la République qu'il va accélérer, enlever toutes les embûches sur la phase de transition pour qu'on puisse monter le gouvernement et pour pouvoir aller vers la transition. Okay? Donc, c'est sur ces faits qu'Habyarimana est parti à Arusha, en Tanzanie. Il est parti vers le 3 avril. Parce que le 4 avril, nous avons fait célébrer l'indépendance. Parce que tous les contingents dans les forces des Nations Unies célèbrent l'indépendance de leur pays. Donc le 4 avril, c'était l'indépendance du Sénégal. Et nous avons organisé une fête magnifique, hein, où nous avons invité vraiment beaucoup de personnalités. Et nous sommes allés chercher les Sénégalais qui étaient au Rwanda. Et c'est Mbadiagne qui s'est occupé de ça, d'aller escorter les Sénégalais, les amener, etc. D'ailleurs, c'était une bonne idée parce que les événements de la suite vont nous montrer que c'était une bonne chose, parce que les Sénégalais, tous étaient là quand la guerre va commencer. Donc, on avait tous les Sénégalais à l'hôtel. Donc, le 4, voilà où on fait notre fête. Moi, je n'ai pas trop participé à la fête parce que j'étais officier de permanence. J'avais la permanence. Moi, je suis venu en tenue treillis avec mes trucs. Mais il me fallait aller à l'aéroport. Voilà. Avant de me coucher, il fallait me faire le tour de Kigali, voir la sécurité dans la ville, etc. Et ça, donc, c'est le 4 et le 5. Donc, le 5, nos invités étaient encore à l'hôtel. Alors, le 5, bon, moi, je finissais la visite de l'aéroport Grégoire Kayibanda. C'était pour voir. J'ai vu donc un dispositif. Parce que le président n'est pas là, et il va arriver. Donc, le dispositif de contrôle de l'aéroport, vraiment fiable. Le 6 avril, à Chela. Et puis, on entend à la radio que l'avion du président de la République a été abattu au-dessus de l'aéroport Kigali par 2 missiles. Vous voyez, dans un pays comme ça, hein, ou en conflit, le président de la République, son avion est abattu. Je dis, même dans un pays en paix, quand ça se passe, vous voyez les conséquences. Donc, à 20h20, on nous a annoncé cela. Nous avons rejoint nos postes, effectivement, parce que ça se... Mais on ne nous a pas, au début, nous, c'est à la radio qu'on a entendu, 1 heure après, au journal, mais avant le journal, c'était les gens, nos officiers de liaison à l'aéroport. Mais eux, ils n'ont pas dit l'avion est tombé, ils nous ont dit il y a des tirs, il y a des combats à l'aéroport. Parce que eux, ils n'ont peut-être pas vu l'avion, l'attentat sur l'avion, mais ils ont vu que après l'attentat, les gens commençaient à tirer, etc. Donc ils ont dit il y a des combats à l'aéroport. Alors moi je me rappelle, c'est là que j'ai rejoint la maison et puis je suis resté. Mais c'est là où le capitaine Mbadiagne va nous montrer quand même vraiment ses capacités-là d'action en termes d'opération. Parce que le 7 avril au matin, on commence maintenant à s'attaquer à la population Tutsi. Parce que vous savez, le conflit, c'était entre Tutsi et Hutu. Voilà. Donc, il y a des milices aussi. Les milices, chaque parti politique avait ses milices. Donc, les milices les plus dangereuses, c'était ce qu'on appelle les milices interamouées, qui étaient des milices du parti au pouvoir du président de la République. C'est toujours les plus puissants quand le président a ses milices. Donc, ces milices, quand on a tué le président, se sont répandus dans la ville le lendemain et ils ont commencé à massacrer les gens à la machette. Tout le monde, tous ceux qui se présentaient comme Tutsi, étaient considérés comme un adversaire à massacrer. Il y avait aussi les Nations Unies, parce que le lendemain, on a attaqué les Belges, on a tué 10 personnels belges. C'est eux qui étaient en charge
de la sécurité du Premier ministre. En ce moment, le Premier ministre, c'était Mme Agathe Vélingara, qui était gardée par une section des Nations Unies, qui était une section détachée par les Belges. Parce qu'ils ont tué tous les politiciens qui devaient participer à la transition. Tous les politiciens, tous les Tutsis et les Tutsis qui devaient participer à la transition, ils ont tous été tués. Donc c'était des assassinats ciblés. C'est là où Mbaye Diagne va sentir que le Premier ministre est en danger. Vous voyez ça? Donc nous, on ne pensait même pas, moi je ne pensais pas au Premier ministre, hein, mais lui, tout de suite, il a dit, cette situation, le Premier ministre sera en danger. Et il s'est rendu là-bas. Et il a trouvé, bon, quand il est venu, il a trouvé que les Belges ont été tués, tout ça, etc. Mais les enfants du Premier ministre étaient là. Alors il est rentré, il a sorti les enfants du Premier ministre et il les a amenés en lieu sûr. Parce que ces gens, quand ils tuent tout le monde. La famille, les enfants, tout ce qu'ils trouvent dans la maison. Même les poules, les chevaux, tout, ils tuent tout. Quand vous rentrez dans une maison où les intérimaires rentrent, vous ne trouvez que du sang. Vous voyez, donc dans ces circonstances, Mbaye Diagne qui arrive à récupérer les enfants, à les mettre dans sa voiture et à aller les mettre en sécurité. Hein? Et après, les gars avaient des barrages. Donc, comment il a fait pour traverser les barrages, les checkpoints qu'ils avaient mis en place pour contrôler les gens? Je me demande comment est-ce que Mbaye Diagne a réussi cela. Donc, voilà le premier haut fait d'armes, à part les autres qu'il a fait dans l'année 93, dans des missions, dans des circonstances de paix. Mais là, c'est surtout, nous sommes en guerre maintenant. Et il va montrer d'autres capacités, d'autres qualités dans un théâtre d'opération. L'anticipation, d'accord? Le courage, bien sûr, parce que vous rentrez quelque part où il y a des attaques, des gens qui viennent d'être attaqués. Ensuite, l'humanisme, parce que vous sauvez des enfants, ça c'est de l'humanisme. Et en fait, ce qu'il cherchait, c'était sauver le Premier ministre et ses enfants. Malheureusement, le Premier ministre a été massacré et il a récupéré les enfants. Donc voilà, 3 caractéristiques d'un homme sur un théâtre d'opération. Hein? Courage, anticipation, humanisme. Alors, il continue comme ça parce qu'en ce moment, tous les Tutsis avaient fui, comme on est en train de les massacrer, ils vont chercher des lieux de refuge. En général, les lieux de refuge dans ces pays, c'est souvent soit les hôtels, où ils pensent trouver la sécurité, soit les lieux de culte, comme les églises, etc. Donc, plusieurs églises ont trouvé des gens qui sont comme l'église Sainte-Famille, etc. L'avantage d'un homme, d'un officier des Nations Unies, c'est que sa présence est souvent dissuasive. Parce que les gens ne font rien quand il est là. Donc, sachant ça, il est parti se présenter à l'hôtel. Il a assuré la sécurité. L'hôtel faisait plus de 500, 600 personnes. Donc, étant là, donc, il dissuadait les intérimaires qui avaient entouré l'hôtel de faire quoi que ce soit contre les réfugiés. Donc, voilà encore une action. Mais les intérimaires auraient pu dire non, nous on tue, et puis le tuer, bien sûr. Mais comme ils savaient que ces gens, souvent, c'était planifié. Donc, c'est pourquoi on les avait dit de ne rien faire face aux gens des Nations Unies. Lui le savait. Donc, il s'est mis là-bas et il s'est posté à ce truc. Donc, voilà, là, il sauve plus de 600 personnes de l'action des intérimaires. Mais ces gens sont encore dans l'hôtel. Lui, ils entourent l'hôtel avec leurs machettes, parce que c'est des tueries à la machette. Hein. Et lui, il est là, il assure la sécurité. Alors, mais on a cherché à avoir des négociations. Alors, il y avait bien sûr des négociations qui allaient se passer. Donc, le 29, il y a eu des négociations entre le FPR et les deux partis, quoi. Alors, Mbaye Diagne est arrivé escortant les plénipotentiaires du gouvernement. Parce qu'il était en zone gouvernementale. Nous, on était en zone FPR. Donc, chacun avait occupé une zone, chacun des belligérants. Mais lui était dans la zone gouvernementale qui était la plus dangereuse. C'est là où il y avait les interarmées, c'est là où il y avait les missiles CNR, c'est là où il y avait les milices génocidaires, qu'on appelle souvent les milices. C'est dans ces zones gouvernementales où se passaient la plupart des choses. Nous, on était, avec l'état-major, on était dans la zone FPR, qui était beaucoup plus calme, beaucoup plus sécurisée. Voilà. Donc, lui, étant dans cette zone-là, il a accompagné le gouvernement à la négociation. Je le souligne ici parce que c'est très important, puisque ce jour-là, nous sommes le 29. Donc, nous sommes 2 jours avant son décès. Il arrive avec une caméra. Je me rappelle quand vous voyez les films qui sont... C'est lui qui les a filmés.
Alors pour une fois, il arrive avec une caméra, bon, et puis il dit il va interviewer tout le monde. Alors quand les gens sont en train de négocier, il prend sa interview, il commence à nous interviewer, mais vous là, vous venez d'où là? Vous avez dit que vous êtes observateur sénégalais. Et voilà. Il avait ce truc d'amener de l'ambiance partout où il y a de la morosité. Voilà. Alors, moi, je me rappelle une interview où je lui dis, mais toi, moi, je ne savais pas que tu étais un journaliste. Si tu es un journaliste, je ne sais pas ce que tu fais sur le terrain. Donc, vous l'entendrez sur la cassette qu'il avait enregistrée. Donc, il enregistre ça. Et après, bon, les négociations se sont mal terminées, ils ne sont pas entendus, donc les gens sont repartis. Il est reparti avec eux, il est reparti au Méridien. Mais pendant les négociations, ça, beaucoup de gens ne le savent pas, mais parce que chacun va raconter de sa manière. Parce que c'est nous, on a discuté ensemble, il m'a dit, moi j'ai une famille, parce que nous on évacuait les familles qui étaient en danger. Moi j'étais à l'état-major, donc je connaissais les heures d'arrivée des avions, tout ça. J'étais avec les gens, les humanitaires, comme on dit. Donc on avait... Alors quand j'avais des heures d'arrivée avec la cellule opération, alors s'il y avait des évacuations à faire, parce qu'il y avait des gens qu'on connaissait aussi, il y avait des gens qui étaient en danger, tout ça, etc. Alors je leur disais, bon, on a un avion demain. Alors ils préparaient une manière de pouvoir prendre ces gens, de les transporter à l'aéroport. En arrivant, ils ont trouvé l'avion en train de partir et ils ont coupé comment on appelle, le truc d'atterrissage de l'avion et l'avion s'est arrêté parce qu'il y avait des gens qu'on ne pouvait plus ramener. Il n'est pas question de laisser partir l'avion. Donc, ils ont coupé le truc et les gens sont rentrés et sont partis au Kenya. C'est les gens qui ont rejoint le Kenya et qui nous écrivent jusqu'à présent. On a vu d'autres qui sont aux États-Unis, d'autres qui sont en Angleterre, etc. Donc, vous voyez, il était là, il était dans ça, en train d'évacuer des gens, en train d'aider les gens à partir. Alors, moi, quand je l'ai vu, il m'a dit, je lui ai dit, mais il m'a dit, mais il y a une famille que je dois évacuer, qui se trouve à l'hôtel Mille Collines. Je lui ai dit, mais je vais vérifier demain. Ce que je vais faire, c'est que demain, je viens vers toi. Je viens dans la zone gouvernementale. Et puis, on coordonne ça, quoi. Parce qu'on n'avait pas le temps de le faire là-bas, puisqu'on était en mission. Alors, le lendemain, moi, je me réveille le matin, je me prépare et j'allais vers sa position, là où il était. Alors, en cours de route, j'entends 2 obus partir. Donc, je m'arrête. Parce que ça, c'est ce qu'on me demande. Quand il y a 2 obus, il faut arrêter. Il faut s'arrêter 15 minutes. Bon, je m'arrête 15 minutes parce que nous sommes toujours dans la zone FPR. Mais entre la zone FPR et la zone du gouvernement, qui sont en combat, il y a une petite zone très dangereuse. Quand vous passez entre 2 forces qui sont ensemble, c'est très dangereux. Donc, je me suis arrêté une quinzaine de minutes et je suis reparti. Alors, dans ces zones-là, quand vous conduisez vite, surtout quand vous êtes entre 2 feux, pour éviter que les tirs, nous on pense que les tirs peuvent arriver, quoi. Donc vous allez vite. Alors, en allant vers là-bas, je passe, je prends la route pour aller vers Tchèquel, mais entre-temps, les 2 obus que j'avais entendus étaient tombés sur son véhicule. Et un éclat l'a atteint. C'est lui qui conduisait. Et il s'était arrêté. C'était un checkpoint. Il s'est arrêté au checkpoint, juste l'obus a explosé. Et un des yeux l'a attaqué à la tête. Mais moi, je ne l'ai pas vu. En passant, je ne l'ai pas vu parce que j'allais vite pour des problèmes de sécurité. Alors, je suis passé. Alors que sur ma gauche, parce que c'était une autoroute. Donc, sur ma gauche, l'obus avait déjà atteint son véhicule. À l'hôtel, j'ai dit, mais où est Mbaye Diaye? La famille qui devait évacuer a commencé ils m'ont accueilli là-bas et puis ils ont commencé à pleurer. J'ai dit, mais pourquoi vous pleurez? Ils me disent, non, il a eu un accident. Parce qu'ils étaient déjà au courant, eux. Puisque c'est quand même, je crois que c'est un gars de la télévision qui a été le premier sur le site. Et qui a filmé là, qui a pris des films, tout ça, etc. Après, les gars de la MINAR sont arrivés. Il est blessé. J'ai dit à la dame, mais il est blessé, mais nous sommes tous susceptibles d'être blessés ici. C'est pas la peine de pleurer. Parce que ça, c'est le destin des soldats ici. Mais il ne m'a pas dit qu'il est mort. Elle m'a dit seulement qu'il est blessé. Après, il y a le Zimbabwéen qui était là-bas, qui m'appelle. Je lui dis qu'on avait envoyé un renfort, il était avec lui. Il m'a donné la radio, il m'a dit, il y a l'état-major qui vous appelle. L'état-major me dit, allez dans sa chambre, récupérez ses habits. On vous envoie le capitaine Dia, qui va assurer votre sécurité et vous retrouvez à l'aéroport. Jusqu'à présent, moi je crois donc qu'il est blessé, parce que c'est un blessé aussi, c'est la même procédure. Alors Dia arrive, on prend les bagages, on arrive à l'aéroport,
Bon, c'est là que je me rends compte qu'en fait, il a été tué dans cet incident-là. On avait entendu. Alors, je ne vous dis pas le terrible choc que nous avons eu, hein, parce que nous, il a fallu peut-être 48 heures pour qu'on s'en remette, hein, parce qu'on ne voulait plus. Sincèrement, moi, je ne voulais plus continuer. Parce que j'ai dit que ce gars-là, si, avec ce courage, sa persévérance, sa résilience, s'il est tué sur le terrain, c'est que nous, là, on va être massacrés parce que c'est un gars comme ça. Donc, vraiment, le général Dallaire a fait des trésors d'équipe pour nous pousser à continuer, à reprendre. Mais nous aussi, au Sénégal, on sait, c'est les militaires sénégalais. Ils connaissent leur mission. Ils veulent toujours aller terminer la mission, quelles que soient les circonstances. C'est comme ça qu'on a été formés. On n'a pas été formés pour fuir nos responsabilités. Finalement, nous sommes restés. Bon, on l'a mis en truc et on l'a évacué au Sénégal. Et nous, on a continué. N'oubliez pas que nous sommes en avril. Et on va continuer. Et nous sommes en mai. On va continuer en mai, juin, jusqu'au 15 juin pour être évacué. Donc, on a continué les opérations d'évacuation, les opérations de sécurisation, les opérations de trucs là-bas. Pendant ce temps, Mbaye Diagne est revenu au Sénégal pour rejoindre sa famille et pour l'éternité. Donc, pour l'éternité, nous aussi, nous lui devons ça. La jeunesse sénégalaise a le droit de le connaître. A le droit, parce que, je le disais un jour dans une interview, j'ai dit, ce que Mbaye Diagne a de plus que tous les héros, on a des héros au Sénégal, c'est son âge. Il a 36 ans, avec ce vaste sourire, c'est toute la jeunesse pour se reconnaître en lui, plutôt que peut-être Lat Dior ou quelque chose comme ça. Là, c'est un héros des temps modernes qui a l'âge de la jeunesse. Donc, il peut être donné un exemple à cette jeunesse. Il a fait des études qu'il fallait, il est parti à l'université, sciences économiques, donc, après il est parti à l'ENOA pour faire ce qui fait, ça montre aussi que l'armée sénégalaise est une armée aussi d'intellectuels, parce que tout le monde vient de l'université, licence 3, avant d'intégrer l'école nationale des officiers actifs ou bien une autre. Donc, voilà. Alors, après son décès, il y a eu du temps pour les enquêtes, parce que quand il y a un décès, il y a toujours des enquêtes des Nations Unies, tout ça. Bon, après, quand on l'a enterré, quand on l'a amené au Sénégal, avec toutes les cérémonies des Nations Unies, présidées par le chef d'état-major, tout ça, bon, il avait eu d'abord la médaille militaire, comme tout le monde, quand on va en mission, on a la médaille militaire. Mais après, en 2005, il va être élevé dans les ordres nationaux. Donc, l'ordre national de l'Union. Ensuite, ça c'est en 2006. En 2010, le président Kagame lui-même décide d'inviter sa femme à Kigali et de le décorer. Il le décore de ce qu'on appelle la médaille, le prix Umurinzi. Ce prix, d'ailleurs je vous le dis, l'intitulé de la citation du général de Kagame lui-même, il dit « Par votre bravoure et votre sacrifice durant le génocide de 1994, et pour montrer au monde la vraie signification de l'Ubuntu. L'Ubuntu, c'est cette posture philosophique qui veut qu'on s'occupe de l'autre, qu'on ait de l'humanisme. C'est un peu qui a été choisi par Nelson Mandela, n'est-ce pas? Et vraiment fait connu. Obama a fait un excellent truc sur l'Ubuntu. Voilà, Kagame qui parle de l'Ubuntu pour Mbaye Diagne, pour le capitaine Mbaye Diagne. Alors il dit significatif, la vraie signification de l'Ubuntu. Donc Mbaye Diagne représente pour lui la vraie signification de l'Ubuntu. C'est pourquoi c'est un héros là-bas dans ce pays-là, africain. Alors le peuple rwandais vous sera toujours endetté pour l'éternité. Le peuple rwandais a une dette pour l'éternité. Ça me rappelle un peu les paroles de Churchill sur l'aviation, la Royal Air Force pendant la Deuxième Guerre. Never was so much out, so many by so force. C'est comme ça. Ça, c'est la même chose. Never was so much out to so many by so force. Parce qu'il était tout seul, et tout seul, il a sauvé plus de 600 personnes. Donc, jamais autant de personnes ne doivent quelque chose à une seule personne. C'est ce que Churchill disait de la Royal Air Force. Donc, après cela, nous avons eu quand même, nous, la chance d'avoir les hommages en 2011 de Hillary Clinton à Dakar. Une cérémonie à Dakar. C'était le 17e anniversaire du génocide. Donc, Hillary est arrivé à Dakar et je crois c'est au centre des Nations Unies. Et c'est là le tournant. C'est pourquoi beaucoup de gens nous ont dit pourquoi, depuis que vous avez quitté le Rwanda en 1994, on ne vous a pas entendu.
Donc on ne nous a pas entendu, nous, les observateurs. Quand on était à ce nombre, on était 35, etc. Pourquoi? Parce que nous, on ne voulait en parler que si la mémoire du capitaine Mbaye Diagne était fêtée. Sinon, on n'a rien à dire. C'est Mbaye Diagne qui était là, c'est Mbaye Diagne qui s'est sacrifié, c'est Mbaye Diagne qui est parti. Nous, on n'est pas là dans les télés pour dire ce que nous avons fait. On veut savoir quand est-ce que ce capitaine Mbaye Diagne sera élevé au niveau du sacrifice qu'il a donné. Et c'est en 2014 que les Nations Unies mettent en place la médaille du courage Mbaye Diagne. Et jamais presque dans l'histoire, on a appelé une médaille par le nom d'une personne. Il y a des cas, parce que Dag Hermann-Jol, qui est mort aussi au Congo, il y avait la médaille Dag Hermann-Jol. Donc, à part lui, il était le secrétaire général des Nations Unies. À part lui, c'est Mbaye Diagne, à qui on donne la médaille Mbaye Diagne. Alors, je vous donne aussi la citation. Pour acte de courage exceptionnel, il sera décerné au personnel des Nations Unies et de toutes les structures associées, ayant bravé des dangers en s'acquittant de leur mission ou de leur fonction au service de l'humanité. Mbaye Diagne était bien au service de l'humanité. Alors après, en 2019, c'est le CET, le Centre d'entraînement tactique de Thiès, qui donne son nom au centre. Ensuite, l'escale de l'armée de l'air donne son nom à Mbaye Diagne. Ensuite, il y a eu la statue de la place des tirailleurs en 2024, que vous avez sûrement vécu. Voilà, en face des tirailleurs. On a voulu faire la relation entre les tirailleurs générationnelle, entre les tirailleurs et le capitaine Mbaye Diagne. C'est pourquoi on a mis le statut et la statue des tirailleurs face à face, pour qu'il y ait cette transition, voilà, de l'historique, l'histoire quand même de la geste comment on appelle, de ces héros sénégalais des deuxième et première guerre mondiale, et qui se rejaillit sur le capitaine Mbaye Diagne. Voilà, donc un peu. Donc Mbaye Diagne, c'est courage, compassion, chevalerie, humanisme. Mbaye Diagne, c'est jom, fit, fula, ak yermande. Yermande, c'est le côté humaniste. Donc on le célébrera encore longtemps. Et on espère qu'il sera encore célébré longtemps. Et que tous les Sénégalais, surtout la jeunesse sénégalaise, qui va être demain face à des difficultés, c'est sûr, puissent puiser en Mbaye Diagne ses capacités de résilience, son engagement, son humanisme, sa résilience, et son empathie, extrêmement important pour notre jeunesse d'aujourd'hui qui cherche des repères. Les repères que la jeunesse cherche aujourd'hui sont dans Mbaye Diagne. Si vous leur montrez Mbaye Diagne, si vous leur donnez Mbaye Diagne, si vous le mettez dans les cahiers, dans les livres, dans les écoles, dans les trucs, etc., je crois que ça va permettre aux jeunes de savoir qu'ils ont quelqu'un qui s'appelle Mbaye Diagne, qui dans des circonstances exceptionnelles a eu un comportement exceptionnel. Je vous remercie. Par devoir de mémoire, la capitaine Mbaye Diagne doit être connue de tous, mais aussi servir d'exemple pour la génération actuelle grâce à ses multiples qualités militaires, à savoir le courage, l'altruisme et l'abnégation. Ce programme vous a été proposé par la Place du Souvenir africain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement avec un nouveau portrait.